10e et dernière vidéo pour le chapitre 6. Alors ça va être assez bref, on va juste parler de la réplication et un petit calque sur les proxys de base de données. La réplication, c'est comme son nom l'indique, c'est répliquer les données sur plusieurs serveurs. Alors l'idée c'est qu'on ne réplique pas partiellement, mais la totalité de la base de données, et que chaque serveur contient la totalité de la base de données. Alors, en toute logique, il faut minimum 2 serveurs, un master et un slave. Donc il y a moyen de faire autrement, mais la topologie la plus courante, c'est un master qui écrit les données, sur lequel tout le monde se connecte. Et en cas de pépin, c'est le slave qui prend le relais, qui lui aura une copie de la base de données du master. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de raconter. Donc c'est l'utilité. Sinon, il y a une seconde utilité à la réplication qu'on sous-estime des fois. C'est que ça peut aussi, en plus de la sécurité, ça peut aussi permettre de rajouter une aide quand il y a des fortes charges en lecture. Donc voilà, si le master c'est ok, il peut gérer l'écriture, mais où il demande quand même pas mal de requêtes de lecture, on pourrait déporter une partie de ces requêtes sur le slave, ce qui peut délesterait le master d'une charge qui n'est pas forcément utile pour lui. Donc ça permet aussi de faire ça, de la haute disponibilité. Alors, il y a trois grandes familles de réplication. Il y a l'asynchrone, le semi-synchrone et le synchrone. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble juste après. Commençons par la réplication synchrone. C'est le type de réplication vraiment le plus simple à mettre en œuvre, c'est le plus répandu, c'est le plus courant. 2 serveurs, le master, le slave. On voit que l'application ne communique qu'avec le master, et alors si celui-ci tombe, ce sera le slave qui prend le relais. Et dans la réplication asynchrone, l'idée c'est que le master il fait son boulot et il s'en fout complètement que le slave arrive à le suivre ou pas. Donc il fait pas gaffe au slave, c'est ça l'idée. Il inscrit, donc le master inscrit tout ce qui se passe dans son journal de log. Et le slave, ce qu'il va faire, donc l'esclave, il va consulter régulièrement ce journal de log pour opérer les mêmes modifications dans sa version de la base de données. Alors, cet intervalle, par défaut, ça dépend des serveurs, mais par exemple en MySQL MariaDB, par défaut, il est nul, si mes souvenirs sont bons. Donc dès qu'il peut, il va checker. Maintenant, c'est quelque chose qui peut s'augmenter pour délester un petit peu le master. Ce qu'on appelle un lag, hein, c'est la différence, le delta t qu'il y a entre le moment où le master écrit une donnée et entre le moment où l'esclave fait la même chose. Et il existe des endroits, des use cases où on aime bien augmenter ça pour essayer de délester un petit peu le master, faire que plutôt que d'envoyer un paquet en permanence des données vers l'esclave, il essaie de grouper ces mises à jour. Donc ça c'est quelque chose qui se fait. Alors on se retrouve avec un lag de 10-15 minutes par exemple sur l'esclave, et si en plus on fait du load balancing pour les lectures, il est possible que 2 personnes qui envoient la même requête n'aient pas la même info en fonction de si la requête est tombée sur le master ou le slave. Par contre, si on a un lag important, si le master crash, on perd toutes les transactions qui ont eu lieu pendant ce laps de temps. Ça faut en être conscient. Voilà, donc ça, je l'ai déjà dit, donc les esclaves peuvent être sollicités pour les lectures. Généralement, ils sont en lecture seuls. Et c'est ce que je viens de dire aussi. Donc, tant les réponses des slaves à des lectures peuvent être temporellement fausses en fonction du lag. Voilà, donc un exemple que je connais, c'est le site booking.com. Ils ont une batterie de slaves pour absorber la charge en lecture. Et les informations que vous voyez en surfant peuvent être temporellement fausses. Vous pouvez avoir une chambre d'hôtel qui est libre au moment où vous regardez, il est bien, il y a un jacuzzi, tout ça. Et puis au moment où vous passez commande, en fait, elle est plus libre.
et donc la commande ne se passe pas, parce que là vous switchez d'office sur, je veux dire, un master, mais il y a plusieurs masters dans ce cas-là. Voilà, parce que vous switchez de BD. Enfin, de version de BD. La réplication semi-synchrone, c'est quasi comme la synchrone, sauf qu'ici, le master, il prend en considération la vie d'esclave. Donc, le maître, il va pas valider la transaction tant que l'esclave n'a pas répliqué les données de la transaction. Voilà, c'est l'idée. Donc la transaction arrive sur le master fait ce qu'il faut, puis c'est envoyé à l'esclave, il fait ce qu'il faut, et ensuite quand l'esclave dit ok, moi c'est fini, le master peut enfin valider la transaction. Donc voilà, ça se passe en deux phases. Alors, notez que ça n'empêche pas de faire quelque chose d'hybride, hein, de rajouter des slaves asynchrones sur le côté, pour absorber une éventuellement charge en lecture. Sinon, pour en revenir sur la réplication semi-synchrone, l'avantage par rapport à la réplication synchrone, c'est que en cas de crash, il n'y a pas de perte. Donc, à part si le master et l'esclave explosent, normalement, il n'y a pas de perte. Donc si le master tombe, le slave, lui, il a la même version de la BD, on n'a rien perdu. Donc on veut vraiment rien perdre, ça c'est une architecture intéressante pour la réplication. Alors ouais, en toute logique. Alors, dans le cas du schéma que vous avez sous les yeux avec tous les esclaves, il est logique qu'en cas de perte du master, c'est l'esclave, d'office l'esclave semi-synchrone, qui devient le master et pas les autres. Alors l'inconvénient, par rapport à l'asynchrone, avec l'asynchrone, le master il faisait sa vie et c'est tout. Ici, le master il doit attendre que le slave semi-synchrone fasse son taf. Donc ça ralentit un petit peu toute la chaîne, donc la latence des requêtes est un peu plus élevée. Ça, on y perd un petit peu au niveau perf, en écriture. Après la réplication asynchrone, puis la réplication semi-synchrone, place à la réplication synchrone, dit aussi réplication multimaster, où l'idée, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus que des masters, et bon, on peut ajouter des esclaves pour répartir une charge en lecture, c'est pas interdit, hein, on peut faire des choses hybrides, mais une réplication synchrone pure, en général, on a ici dans l'exemple 3 masters, et l'avantage c'est qu'on peut, il n'y a plus un seul point de connexion. L'application peut écrire des données soit en demandant à ce master-ci, soit celui-là, soit celui-là. Donc ça permet de ne plus avoir qu'un seul point d'entrée dans le système, et ce qu'il y a, c'est que la transaction devra avoir lieu sur tous les masters. Donc ça, c'est le principe. Voilà, alors la lecture évidemment peut se faire partout, les écritures aussi, et les masters devront, en cas de transaction, valider la transaction de manière synchrone. Donc la transaction sera validée quand tous les masters l'auront validée. Et alors le gros avantage du système, outre le fait qu'il n'y ait pas qu'un seul point de connexion, qu'il y en a plusieurs, c'est que en cas de crash d'un master, c'est pas grave, les autres ils sont déjà master. Donc il n'y a pas de délai. Contrairement au système précédent, asynchrone et semi-synchrone, en cas de crash du master, il fallait opérer une stratégie pour promouvoir l'esclave en master, et ça, en fonction des systèmes, c'est pas toujours automatique, c'est pas toujours évident à mettre en place. Tandis qu'ici, c'est quelque chose de tout à fait géré en toute transparence. Boum, un master crash, c'est pas grave, les deux autres sont encore là. Donc ça, c'est l'argument marketing premier de la réplication synchrone, c'est pas de latence en cas de crash. Et alors du coup, pas de perte de données, parce qu'il n'y a pas de lag comme avec la synchrone, et alors généralement, comme vous voyez ici, on travaille avec 3 masters, comme ça en cas de pépin, il y a toujours un consensus qui peut avoir lieu, voilà. On a rarement les deux masters qui déconnent en même temps.
Par contre, et ça, c'est quelque chose qui est souvent tu, c'est que comme les masters doivent être synchrones, ça augmente un petit peu la latence des requêtes. Il faut que tout le monde soit d'accord afin de valider les transactions. Donc pour de fortes charges en écriture, c'est pas forcément le système le plus efficace, alors que la charge en écriture peut être splittée sur plusieurs machines. Comme les écritures doivent quand même avoir lieu sur tous les masters, c'est pas forcément, on n'a pas forcément un gain avec des charges en écriture élevées. Et l'ensemble du cluster, on met pas les mêmes matériels au niveau des masters, et il y en a, il est un peu plus désuet par rapport aux autres, voilà, les performances du cluster vont aller au rythme du matériel le plus lent. Ça c'est... alors dans ce cas-là, on peut régler un petit peu le système avec du load balancing, envoyer toutes les requêtes de lecture vers les machines un peu plus balèzes, et laisser que des écritures au système le plus lent. Ça permet de masquer un peu le problème. Enfin voilà. Donc la réplication synchrone, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant quand on veut perdre aucune donnée et qu'on veut qu'il y ait un switch master-slave qui ici n'a pas lieu d'être, instantané. Donc c'est vraiment dans ce cas de figure-là qu'on utilise ça. Vous connaissez sûrement tous le principe d'un proxy pour le web, c'est un proxy qu'on met sur le réseau qui surfe à la place du client. Il existe la même chose pour les bases de données, donc les proxys de bases de données, ou alors sont les applications, à la place de se connecter directement au serveur de base de données, se connectent au proxy, ils ne voient pas la différence, pour eux c'est un serveur de BD, et c'est le proxy qui à son tour contacte le ou les serveurs de base de données. Alors, il y a plusieurs niveaux de proxy. Donc il y a des proxys assez simples qui font juste comme ça la fracture entre, qui sont la frontière entre les applications et les serveurs de base de données. Mais il y a des proxys capables de carrément interpréter les requêtes SQL. Donc des proxys qui sont de catégorie, ce qu'on appelle SQL aware. Sinon, les proxys qui ne sont pas SQL aware, l'idée, c'est ce qu'on peut faire avec, c'est typiquement du load balancing, ou bien c'est aussi pour sécuriser l'infrastructure. Il n'y a que le proxy qui se connecte au serveur de base de données, et donc on peut bloquer toutes les autres connexions entrantes, par exemple. Sinon, pour en revenir au proxy SQL aware, typiquement, un proxy SQL aware peut analyser la requête SQL qui arrive, et en fonction de cette requête, router vers les serveurs correspondants. Ça permettrait par exemple, bon, j'improvise un peu, mais imaginons on a une architecture avec plusieurs slaves, et il y a un proxy qui pourrait router en fonction des tables vers le slave correspondant. Alors que les slaves auraient tous, de toute façon, la totalité de la BD, mais si un slave interroge toujours la même table, les données seront dans le cache. Et peut-être, s'il y a suffisamment de RAM, toutes les données. Et comme ça, chaque slave sera spécialisé sur sa table, et sur base de ça, on maximisera les perfs, plutôt que de jouer, c'est dans le cache, c'est pas dans le cache, c'est dans le cache, c'est pas dans le cache. Ici, ça permettrait de maximiser la chance d'avoir les données dans le cache. Donc voilà, grâce à l'utilisation du proxy. Un autre exemple, on peut faire du firewall SQL. Donc là, tiens, il y a une application qui veut accéder à la table, je sais pas moi, facture. Comment ça se fait? On n'est pas d'accord, je bloque la requête. Voilà, du firewall SQL. Il y a la réécriture de requête. L'application, décidément celle-là, elle nous envoie une requête. Elle veut accéder à la table client, mais ils sont bêtes ou quoi? On a renommé cette table client, c'est customer maintenant. Hop, allez, on va écrire la requête et on va envoyer ça à la BD en utilisant le terme customer plutôt que client. Donc le proxy est capable de faire ça. Enfin, les proxys SQL aware sont capables de faire ça. Tout comme le switching master-slave. Le proxy contacte le master. Le master, apparemment, il est mort. Ok, je vais promouvoir le slave. Donc, il y a certains proxys qui ont aussi cette fonctionnalité-là. La sécurité, ça, j'en ai parlé juste avant. Donc, ceci clôture le chapitre 6. Donc, il vous en a fallu un paquet de vidéos. Voilà, c'est fait.
pouvez ouvrir une bouteille, le chapitre 6 est fini. Par contre, rassurez-vous, il y a encore des chapitres qui suivent. Mais ça, c'était le plus gros morceau.